Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être ce soir parmi vous pour animer ce webinaire avec ce thème passionnant qui est l'expert comptable et la procédure pénale. Bien évidemment, nous espérons tous que ce sujet restera dans le domaine du théorique et n'ira jamais jusqu'à la pratique. Pour animer ce webinaire, nous sommes ce soir magnifiquement accompagnés par Estelle d'Auvergne, commandant chef du groupe de la brigade financière, Bernard Sansot, avocat au barreau de Paris spécialisé dans le domaine pénal et qui accessoirement est notre avocat dans nos litiges de répression d'exercice illégal, Christine Lanty, expert comptable, correspondante chez Infores. Ce thème... un peu d'interférence. Ce thème passionnant, en fait, est très dense. On a 1h30 pour tous s'exprimer sur ce sujet. D'abord, nous avons décidé, en fait, de vous décrire les thèmes et les sujets où nous pourrions être, nous, enquiquinés experts comptables, dans le cadre d'une procédure pénale. Voilà pourquoi nous avons ces 4 intervenants aujourd'hui. Donc déjà, bonjour à tous et merci beaucoup d'être là. Je vais passer tout de suite en fait la parole à Estelle d'Auvergne qui va nous parler du chemin de la procédure pénale, l'enquête judiciaire, l'expert comptable face à cette enquête, des focus sur des actes d'enquête. Après, nous verrons le secret professionnel et avec Christine Lanty, les problèmes, l'association Infores qui se charge de nous défendre lorsque nous sommes dans les difficultés. Dans la merde. Bonjour. Bon, sur cette transition, je vais donc vous parler pour commencer, du cheminement d'une procédure pénale. Donc, il faut savoir qu'une procédure pénale commence parce qu'il y a au départ des faits qui sont pénalement qualifiables et qui sont sanctionnés par la loi et qui sont qualifiés en fonction de leur gravité, contravention, crime ou délit. Bien souvent, ces faits sont portés à la connaissance de la justice à la suite d'une plainte qui est en fait la dénonciation par la victime de faits dont elle affirme être la victime. Et cette plainte va permettre de mettre en évidence un certain nombre d'éléments qui vont permettre de commencer une enquête pénale. La phase d'enquête, la plupart du temps, sera réalisée par la police judiciaire et parfois, pour les faits les plus graves, par un juge d'instruction dans le cadre d'une instruction préparatoire. L'enquête va pouvoir mener à plusieurs issues. Le procureur de la République pourra, dans certains cas, décider de ne pas poursuivre et de classer l'affaire sans suite. L'enquête préliminaire ou l'enquête de flagrant délit seront donc suivies par le procureur qui pourra choisir effectivement de ne pas amener la personne jusqu'à un procès. Mais il pourra à tout moment changer d'avis en cas de fait nouveau. Si toutefois cette affaire se poursuivait par une instruction judiciaire devant un juge d'instruction, le juge d'instruction, quant à lui, s'il estimait que les faits n'étaient pas suffisamment constitués, pourrait décider de faire un non-lieu, c'est-à-dire d'abandonner les poursuites judiciaires avant tout procès. Dans le cas contraire, et si l'enquête arrive à prouver en fait la culpabilité de quelqu'un, cette personne passera devant une juridiction de jugement. Et à ce moment-là, des magistrats du siège statueront sur la culpabilité ou non de l'auteur. En matière correctionnelle, si l'auteur est jugé non coupable, il sera relaxé. Et s'il est jugé coupable, à ce moment-là, donc un jugement de condamnation sera rendu contre lui et il encourra la majeure partie du temps soit une amende, soit l'incarcération, mais il existe des peines alternatives qui peuvent être tout autres. Il y en a de multiples. Une fois qu'une personne est condamnée au terme d'un jugement en première instance, elle peut éventuellement faire appel si ce jugement ne lui convient pas. Le parquet aussi peut faire appel d'ailleurs. Et à ce moment-là, l'affaire est complètement rejugée en fait et en droit devant une cour d'appel.
Si jamais à nouveau la personne, soit le prévenu, soit le parquet n'est pas satisfait de ce deuxième jugement en appel, eh bien, il pourra former un pourvoi en cassation. Et à ce moment-là, la Cour de cassation, qui est la juridiction suprême, se prononce, mais uniquement sur le droit, pour savoir s'il y a une violation de la loi. Et à ce moment-là, si elle juge qu'il y a une violation de la loi, l'affaire sera à nouveau rejugée une troisième fois devant une cour d'appel. Une autre voie de recours possible est l'opposition. L'opposition, en fait, a lieu quand une personne a été jugée en son absence, lors d'un jugement par défaut. Et à ce moment-là, quand les faits sont portés à sa connaissance, son jugement, enfin sa condamnation, elle peut éventuellement former une opposition et être à nouveau jugée. La révision, c'est une voie de recours particulière, qui est un recours extraordinaire, qui en fait n'a lieu que si un événement très important démontre qu'il y a eu une erreur judiciaire, et à ce moment-là, on peut éventuellement faire annuler le jugement et pour poursuivre la personne qui serait réellement le coupable et accorder une réparation à celui qui aurait été jugé coupable par erreur. C'est quand même très très rare comme procédure. Le cas particulier de la CRPC. Alors la CRPC, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance préalable de culpabilité. C'est quelque chose qui a été créé relativement récemment. On l'appelle aussi le plaidé coupable. Et ça permet au procureur de la République, dans certains cas où les faits sont relativement clairs et où la personne qui est l'objet de l'enquête a reconnu avoir commis ces faits, de négocier en fait une peine et le procureur va proposer une ou plusieurs peines, c'est-à-dire qu'il peut proposer une amende mais également de la prison à la personne qui reconnaît les faits. Et à ce moment-là, si cette personne accepte le plaidé coupable, eh bien cette peine sera validée par un magistrat du siège qui pourra refuser d'ailleurs d'homologuer cette CRPC ou l'accepter. Et si jamais soit la personne prévenue refuse, soit le juge refuse d'homologuer cette CRPC, eh bien à ce moment-là, le procureur saisira un tribunal correctionnel pour un jugement classique. L'avantage de cette procédure, en général, les peines qui sont prononcées, donc qui sont acceptées en fait, sont inférieures aux peines qui seraient prononcées par un tribunal correctionnel. Et le principal avantage que voient les personnes qui acceptent cette procédure, c'est que c'est une procédure rapide et relativement discrète et qui va éviter de jeter l'opprobre en fait sur une société ou sur peut-être une société d'expertise comptable, je ne sais, et par une publicité qui lui ferait plus de mal que la condamnation en elle-même. Alors, vous vous demandez tous qu'est-ce qu'une enquête judiciaire. Eh bien, une enquête judiciaire vise à établir en fait la vérité sur des faits pour connaître en fait les personnes qui ont commis un certain nombre d'actes répréhensibles et dans quelles circonstances et dans quel délai, puisqu'il s'agit de savoir si les faits peuvent encore être poursuivis, est-ce qu'ils sont prescrits ou non, est-ce qu'ils sont graves, qui les a commis, qui sont les victimes et dans quelles circonstances ils ont lieu. Donc c'est tout ça le but de l'enquête pénale, c'est d'arriver à matérialiser une infraction dans toutes ses dimensions de temps et de lieu et d'arriver à démontrer qui sont les personnes qui sont impliquées dans la réalisation d'une infraction pénale et ensuite de démontrer les liens de cause à effet entre ces personnes qui ont commis un acte et l'acte lui-même. Alors, la police va être saisie de diverses manières, soit par la plainte de la victime, soit parce que des magistrats, soit des magistrats du parquet, soit un juge d'instruction l'auront saisie par le biais d'une commission rogatoire ou d'une instruction parquet, soit encore d'initiative, puisque dans un certain nombre de cas, la police va, au cours simplement d'une intervention de police ou bien par le biais d'informateurs ou simplement par la rumeur publique, entendre parler d'une infraction et donc débuter une enquête. Ça m'amène à vous parler des 3 cadres d'enquête dans lesquels la police judiciaire agit. Le cadre le plus classique est l'enquête préliminaire. C'est l'enquête la plus courante en fait, qui est diligentée par la police judiciaire à la demande du procureur de la République. Elle se déroule sous sa direction et
c'est aussi l'enquête la moins coercitive. Par exemple, pour avoir recours à une perquisition, les policiers doivent demander à la personne perquisitionnée de signer un assentiment écrit dans lequel elle les autorise à venir chez eux perquisitionner. Dans le cas contraire, la police a besoin d'avoir une autorisation d'un magistrat qui s'appelle le juge des libertés et de la détention. Donc l'enquête préliminaire, c'est l'enquête la plus classique. Ensuite, on a aussi l'enquête sur commission rogatoire, qu'on appelle dans notre jargon la CR. C'est une enquête qui a lieu quand les faits sont plus graves ou plus complexes. Cette enquête est suivie par un juge d'instruction. Le juge d'instruction délègue à la police une partie de ses pouvoirs via une commission rogatoire. En fait, la police va agir au nom du juge d'instruction. Cette enquête nécessite un formalisme plus strict, puisque, en fait, c'est une enquête qui va porter plus atteinte aux libertés fondamentales, et donc elle est beaucoup plus encadrée. Et il y a un certain nombre de règles spécifiques, notamment les OPJ ne peuvent par exemple pas auditionner une personne qui est mise en examen. La troisième enquête classique, c'est l'enquête dite de flagrance, qu'on appelle l'enquête de flagrant délit aussi. Cette enquête est conditionnée par l'urgence, elle est plus rare que l'enquête préliminaire et elle va viser des infractions qui sont quand même assez graves, punies d'emprisonnement, et uniquement des infractions soit qui viennent juste de se commettre, soit qui sont encore en train de se commettre. Le but justement, c'est, comme l'infraction est très récente ou qu'elle vient juste de se commettre, c'est d'arriver à matérialiser très rapidement des preuves de l'infraction. Et cette enquête doit durer maximum 8 jours et sous réserve qu'il y ait une série d'actes d'investigation de police qui soient ininterrompus. Dans le cas contraire, l'enquête pourra se poursuivre, mais sous un autre cadre, donc soit en préliminaire, soit après l'ouverture d'une information judiciaire. Tu as rendez-vous à quelle heure? À 20. Tu as 7 minutes. Tu crois qu'ils vont te régler le problème en 7 minutes? Alors, je crois qu'on a un petit problème de connexion ce soir. Il y a certains participants qui ont laissé leur micro ouvert et donc parfois on a de grosses interférences. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, fermer votre micro? Parce que ça vient pas de Voilà, on m'avait coupé le son, je ne sais pas si c'est un boycott ou quoi que ce soit. J'ai vu qu'il y avait quelques questions concernant les slides, les PowerPoint. Évidemment, ils seront à votre disposition après. Donc, je pense qu'on va reprendre nos propos. Je vous repasse la parole, Estelle, et merci beaucoup et désolée pour ces contretemps avec ces commentaires personnels qui ont grévé votre exposé. Ah, ça y est, ça marche. Bon, petit problème technique, je crois que ça marche à nouveau. Oui, donc je vais continuer en vous expliquant rapidement les principales étapes de l'enquête judiciaire. Donc, schématiquement, une enquête judiciaire va se dérouler en 3 parties. Dans un premier temps, on va rassembler les premières données qui vont venir soit de la plainte d'une victime, soit de constatation initiale, soit d'un témoignage. Ces premières données vont être analysées et donc les enquêteurs vont formuler un certain nombre d'hypothèses de travail. Sur la base de ces hypothèses, ils vont réaliser un certain nombre d'investigations qui sont à leur disposition, que la loi autorise. Donc il peut s'agir d'analyse de documents, de recherche de toutes sortes dans des fichiers ou auprès de personnes diverses par le biais de réquisitions. Ça peut être aussi un certain nombre d'examens scientifiques ou techniques, et puis des actes qui sont à proprement parler plus policiers, comme les perquisitions ou des surveillances ou des interrogatoires de suspects, mais également des auditions de témoins
ou des confrontations d'un certain nombre de personnes dont les déclarations peuvent diverger pour essayer d'obtenir donc le but ultime de l'enquête, comme je vous le disais, qui est la manifestation de la vérité. À l'issue de tous ces actes, et une fois que les hypothèses qui avaient été formulées sont ou non vérifiées, le policier va établir un rapport de synthèse qu'il va adresser au magistrat avec les éléments juridiques et factuels qui vont ou non conduire à la démonstration de la culpabilité de la personne suspectée. Alors, la police, pour ce faire, dispose de pouvoirs totalement exorbitants. Je vous disais tout à l'heure qu'on peut aller chez les gens perquisitionner, on peut aussi les interroger, les placer en garde à vue, les interpeller. Donc ce sont des actes qui sont quand même d'une gravité importante. En contrepartie, la police judiciaire bénéficie d'un grand nombre de garde-fous, en fait, qui sont des garanties pour la protection des libertés individuelles, et notamment la protection des droits de la défense, qui donne à chacun le droit d'être assisté par un avocat quand il va être interrogé comme suspect, et aussi la nullité d'un certain nombre d'actes. Si le policier commet des erreurs graves dans sa procédure, les actes pourront être annulés et ne pourront pas être utilisés contre le suspect. De même, les policiers, c'est un métier extrêmement surveillé, et donc s'ils commettent des fautes dans l'exercice de leurs fonctions, eh bien eux-mêmes sont poursuivis et sanctionnés disciplinairement, voire pénalement. Alors cette enquête judiciaire, elle comporte un certain nombre d'acteurs, c'est un peu comme une pièce de théâtre, et donc ces acteurs sont assez nombreux, et on m'a demandé de vous les lister globalement et de vous expliquer à peu près qui fait quoi. Donc, le premier des acteurs, c'est le procureur de la République. Celui-ci représente les intérêts de la société. C'est lui qui va défendre en fait l'État français contre une personne privée qui aura violé la loi. Et c'est lui qui va requérir devant une juridiction l'application de la loi et demander une peine contre la personne qui aurait commis cette infraction. Le tout dans le respect du principe d'impartialité. Donc, il ne va pas juger la personne de manière subjective, mais objectivement, au vu des éléments qui auront pu être démontrés par l'enquête. Le procureur de la République est assisté par des substituts, et tous ensemble, ils forment ce qu'on appelle le parquet, ou la magistrature debout. C'est eux qui sont donc debout dans une salle d'audience. On les appelle aussi le ministère public. Donc le procureur va apprécier l'opportunité des poursuites, c'est-à-dire qu'au vu des éléments dont il dispose, il décidera s'il va engager des poursuites ou non contre une personne. Il peut très bien décider de classer des faits sans suite ou de poursuivre, et ça c'est à son appréciation. Le procureur est saisi par un certain nombre de personnes. Il peut être saisi par une plainte de la victime, comme les policiers le sont également de leur côté. Il peut être saisi aussi à la suite d'une révélation qui va être faite par un certain nombre de professionnels qui en ont l'obligation. Je pense que vous connaissez tous l'obligation du commissaire aux comptes de révélation des faits délictueux dont il a connaissance dans le cadre de sa mission. Il existe aussi un article du Code de procédure pénale qui s'appelle l'article 40, qui est très connu des administrations et d'un certain nombre de professionnels qui sont obligés eux aussi de révéler au procureur de la République des faits à partir du moment où ils en ont connaissance dans l'exercice de leur mission. Le procureur de la République peut aussi se saisir à la suite d'une dénonciation qu'il va recevoir de quelqu'un. Ça peut être une dénonciation anonyme ou une dénonciation non anonyme. Il peut aussi décider de se saisir d'office. Par exemple, eh bien, s'il lit le journal et qu'il y trouve un fait qui va lui sembler pénalement répréhensible, eh bien, il peut décider de se saisir et de débuter une enquête. Le procureur de la République dirige la police judiciaire, il va contrôler la légalité des moyens que la police met en œuvre, mais il peut lui aussi directement, en fait, réaliser les actes d'enquête qu'il délègue à la police. Autre personnage important dans les enquêtes judiciaires, le juge d'instruction. Dans les affaires, comme je vous le disais, souvent les plus graves ou les plus complexes, une instruction va être ouverte et confiée à un juge d'instruction. Celui-ci aura pour mission de rassembler des charges suffisantes pour ordonner la mise en jugement de quelqu'un.
Mais contrairement au ministère public, il ne peut pas se saisir lui-même. Il doit être saisi par le ministère public ou par une plainte d'une victime qu'on appelle une plainte avec constitution de partie civile. Alors, on parle souvent du caractère secret de l'instruction, qui est très importante. Alors, il faut savoir que le secret de l'instruction s'impose au magistrat lui-même et il s'impose aussi aux policiers. Mais il existe un certain nombre d'exceptions, dans la mesure où le procureur de la République a la possibilité lui-même d'évoquer une affaire qui est à l'instruction devant les médias, notamment pour rétablir la paix publique ou l'ordre public en donnant un certain nombre d'informations au public. De même, les avocats de la défense ou de la partie civile ont accès au dossier d'instruction, ce qui fait qu'en fait le caractère secret de l'instruction est quand même assez relatif puisqu'il ne lie pas vraiment tout le monde. La formation judiciaire est obligatoire en matière criminelle et elle est facultative pour les délits. Un juge d'instruction va être saisi par le procureur de la République d'une enquête qui porte sur des faits qui sont déterminés dès le début de l'enquête. Et si jamais le juge d'instruction veut enquêter sur des faits nouveaux qui ne sont pas dans sa saisine, il devra obtenir un réquisitoire supplétif et sinon il ne pourra pas enquêter sur ces autres faits. Il va décider, le juge d'instruction, du statut qu'il attribue à chacune des personnes, en fait, à chaque intéressé dans son enquête, en fonction des indices qu'il aura réunis. Il décidera soit d'entendre les gens comme simples témoins, soit comme témoins assistés, ou comme mise en examen, en fonction du degré d'implication des gens. Voilà, le juge d'instruction a des pouvoirs très étendus. Alors, ces pouvoirs sont très étendus, mais ils le sont quand même moins que ce qu'ils étaient il y a quelques années, puisque un juge nouveau a été créé il y a maintenant, je pense, une quinzaine d'années, pour statuer sur la mise en détention provisoire qui avant relevait du juge d'instruction tout seul, et on a estimé que ça donnait vraiment trop de pouvoir au juge d'instruction. Donc le juge d'instruction de la liberté et de la détention décide aujourd'hui si une personne doit ou non être placée en détention provisoire. Et il a aussi de plus en plus de pouvoir dans de nombreux domaines en tant que garant des libertés individuelles. Il est notamment le juge qui va statuer sur les hospitalisations d'office, par exemple, ou sur les perquisitions sans assentiment dont je vous ai parlé tout à l'heure, voire sur les saisies pénales. Le juge correctionnel, c'est le juge qui statue, qui va juger en fait dans un tribunal correctionnel pendant l'audience où la personne va comparaître. En général, un tribunal correctionnel va être composé de 3 juges. Et devant le tribunal correctionnel, le prévenu peut être représenté par un avocat. Et il doit être présent en principe, mais il peut aussi ne pas être présent et être représenté par un avocat. Mais la présence de son avocat n'est pas obligatoire. Le tribunal rendra une décision après un débat contradictoire et devra adapter sa décision aux ressources et à la personnalité du prévenu. Alors, les enquêteurs sont soit des OPJ, officiers de police judiciaire, qui dirigent des APJ, agents de police judiciaire. L'OPJ est celui qui a les pouvoirs d'accomplir les actes les plus graves, tels que le placement en garde à vue. C'est une qualité en fait qu'on obtient soit par son grade, soit par un examen qu'on passe au bout de 3 ans de service. Et les OPJ doivent être habilités spécifiquement par le procureur général qui les note chaque année et qui peut aussi les sanctionner et leur retirer cette habilitation s'il estime qu'ils ne sont pas à la hauteur et qu'ils ont commis des fautes graves. Le témoin, c'est quelqu'un qui a assisté à un événement et qui peut certifier quelque chose d'important. Le mis en cause, quant à lui, est celui qui est soupçonné d'avoir participé à la réalisation d'une infraction. Et il peut être, dans le cadre d'une instruction, soit témoin assisté, qui est un statut intermédiaire, soit mis en examen s'il pèse à son encontre des indices graves. La partie civile, c'est la victime qui demande une réparation pécuniaire à son préjudice. Nous avons aussi les avocats. L'avocat de la défense qui représente les intérêts de l'accusé, l'avocat de la partie civile qui assiste la victime. Dans tous les cas, l'avocat n'est pas obligatoire, il est facultatif, mais il peut être bien utile dans bien des cas.
Les experts sont sollicités pour donner un avis technique au juge et dans des affaires assez complexes et à raison de leurs compétences particulières. Alors, l'expert comptable peut être amené à faire face à une enquête judiciaire dans un certain nombre de situations. Il peut être convoqué par la police. Il a l'obligation, s'il est convoqué, de déférer à cette convocation et un OPJ peut le contraindre à comparaître par la force publique. Par contre, il n'a pas forcément l'obligation de déposer, sauf en matière d'instruction judiciaire où il doit prêter serment de dire la vérité. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est que veut savoir le policier? Eh bien, le policier, quand il convoque comme témoin un expert comptable, il a formulé un certain nombre d'hypothèses, comme je vous l'ai dit, mais il n'est pas comptable. Et donc, quand il convoque l'expert comptable, il a besoin d'éléments techniques qui portent sur les comptes en général qu'il a déjà à sa disposition et sur un certain nombre d'anomalies qu'il a constatées. Donc, il entend l'expert comptable comme sachant et il a besoin d'être conforté ou d'être contredit en fait dans ses hypothèses pour savoir si elles sont les bonnes. Pour ce faire, il demandera à l'expert comptable de lui expliquer un certain nombre d'écritures qui ont été passées ou d'anomalies qu'il a constatées et éventuellement de demander de fournir un certain nombre de documents. Alors, quelle doit être la posture de l'expert comptable? Eh bien, évidemment, l'expert comptable est soumis au secret professionnel et la violation du secret professionnel est pénalement sanctionnée de 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Et on sait que ce secret est absolu. Toutefois, ce secret, c'est un secret qui a été mis en place en fait pour la protection du droit des affaires, qui est un droit, une protection d'un droit privé. Mais dans un certain nombre de cas, la loi autorise la révélation du secret à raison du fait qu'il y a un intérêt, disons, supérieur qui permettrait de violer ce secret professionnel, mais de ne pas être poursuivi. Et c'est ce qu'autorise l'article 122-4 du Code pénal, et plus précisément en matière de révélation du secret, l'article 226-14 du Code pénal, et qui nous dit en fait que il existe un fait justificatif et qu'on ne peut pas considérer comme responsable une personne qui va accomplir un acte qui lui est prescrit ou autorisé par une disposition législative ou réglementaire ou un acte qui est autorisé par l'autorité légitime. Donc, si l'expert comptable, en répondant à des questions d'un policier, venait à violer son secret professionnel, en réalité, aucune poursuite pénale ne saurait être engagée contre lui dans la mesure où c'est une personne qui elle-même fait une enquête autorisée par la loi qui lui poserait cette question. De fait, à partir du moment où aucune poursuite pénale ne peut être engagée, aucune poursuite disciplinaire ne peut l'être. Ça ne signifie pas que dans d'autres cas, l'expert comptable a le droit de violer son secret, puisqu'en réalité, l'expert comptable, d'une part, ne doit pas divulguer lui-même les éléments dont il a connaissance, contrairement au commissaire aux comptes qui a une obligation de révélation. L'expert comptable ne doit pas révéler spontanément ce qu'il sait. Et d'autre part, il ne doit pas non plus révéler à des tiers qui ne seraient pas policiers ou magistrats et qui ne seraient pas dans le cadre d'une enquête les éléments dont il a connaissance. La seule limite à ça, c'est que l'expert comptable est quand même obligé, dans le cadre des lois anti-blanchiment, de faire des déclarations de soupçons qui lui sont imposées, comme à tous les membres des professions réglementées, à partir du moment où il découvre un certain nombre d'éléments qui sont soumis à obligation de déclaration. Estelle, excusez-moi de vous interrompre, j'ai une question très pertinente d'Elena qui nous demande, y a-t-il beaucoup d'experts comptables concernés par ces affaires? Et en fait, pourquoi l'ordre a choisi ce thème-là? Donc, est-ce qu'au quotidien, vous nous voyez souvent? Alors, soit en tant que témoin au mieux, soit au pire. Alors, je ne sais pas pourquoi l'ordre a choisi ce thème-là, mais effectivement, nous avons affaire à la brigade financière, mais parce que c'est aussi notre compétence, notre champ de compétences. Nous avons affaire assez souvent à des experts comptables. La plupart du temps, tout de même, c'est en tant que témoin que nous entendons des experts comptables. Il nous arrive aussi de ne pas les entendre, mais simplement de les requérir pour obtenir des documents.
En tant que mise en cause, ça nous arrive aussi. Je ne pourrais pas vous donner un pourcentage, mais il y a quand même un certain nombre de dossiers qui mettent en cause des experts comptables pour des infractions soit commises, la plupart du temps d'ailleurs, en qualité de complice, qu'il s'agisse de présentation de comptes inexacts ou de banqueroute ou d'escroquerie par exemple, soit pour des faits qui vont leur être reprochés de manière plus personnelle. Il peut s'agir d'escroqueries qui seraient montées en fait par un expert comptable avec des complices via des sociétés. Il peut s'agir de faux, puisque parfois certains experts comptables vont, pour arranger certains de leurs clients, commettre des faux. Il peut s'agir aussi de recel ou de blanchiment, puisque en aidant aussi certaines personnes, certains de leurs clients, des experts comptables pourraient eh bien, récupérer de l'argent et grâce à leurs compétences, faire transiter cet argent et le cacher et donc le blanchir. Et puis, on a aussi une catégorie d'experts comptables qui est quand même relativement, bon, je ne dirais pas jusqu'à dire nombreuse, mais enfin, en tout cas, on en a quelques-uns, de personnes qui couvrent des exercices illégaux d'experts comptables. Merci Estelle. Christine, tu peux peut-être nous dire les stats que vous avez chez Infores? Oui, juste un petit point. Donc, en tant que délégué Infores, nous travaillons avec Verspiren, qui est donc notre assureur groupe. Et les affaires au pénal pour les experts comptables ne représentent quand même, il faut un peu rassurer les confrères, que 2% des sinistres déclarés à la compagnie. Donc, j'ai pas qualité pour déterminer quels sont ces sinistres, mais dans l'ensemble des sinistres déclarés à la compagnie, la partie pénale ne représente que 2% en nombre et 2% aussi en coût pour la compagnie. Bon. Merci Christine, je pense que là on est tous rassurés. Puis voilà, je vous laisse continuer Estelle. C'est vrai que ça peut nous stresser un petit peu cet exposé, mais voilà, on va respirer un peu mieux là. Oui, j'en suis bien désolée. Sachez qu'en général, nous avons de très bons rapports avec les confrères qui viennent chez vous, enfin chez nous, et que ça se passe généralement très très bien. Et même quand ils sont de l'autre côté de, de la ligne jaune, on est quand même assez civilisé et donc on traite quand même assez bien les gens. Il ne faut pas trop être inquiet, mais dans le respect des règles et du droit. Et évidemment, les personnes qui méritent d'être sanctionnées le sont. En tout cas, on fait de notre mieux. En toute équité et aussi dans le respect de leurs secrets professionnels, puisque nous respectons les règles qui nous sont imposées par la loi en matière à la fois de réquisition judiciaire et de perquisition. Nous avons un certain nombre de règles et nous pouvons demander donc aux personnes, aux professionnels de nous fournir un certain nombre d'éléments. Concernant l'expert comptable, il s'agira en général des grands livres, des bilans et des pièces comptables. On peut aussi requérir, mais la plupart du temps ce sont les magistrats qui le font, un expert comptable comme personne qualifiée, comme expert, pour faire de l'analyse de comptes sur des domaines qui nous dépassent, puisque comme je vous le disais, on est policier, on a un petit vernis comptable, mais nous ne sommes pas comptables, et certainement pas experts comptables. Donc, on peut requérir un expert comptable donc pour obtenir soit des documents, soit son aide, son expertise. On peut aussi procéder à des perquisitions. Là, généralement, la perquisition, ce sera plutôt chez quelqu'un qui peut être suspecté, mais la police peut aussi pratiquer des perquisitions dans des endroits où elle pense pouvoir trouver des éléments de preuve et pas forcément chez une personne qui est suspectée. Les perquisitions sont très encadrées, elles sont soumises notamment à des heures légales. Donc on ne peut pas rentrer chez quelqu'un avant 6 heures du matin ou après 21 heures. Toutefois, si on est déjà présent dans les lieux, on peut rester au-delà de cette heure-là et parfois il nous arrive de rester jusqu'à 2-3 heures du matin, voire plusieurs jours de suite. C'est quand même assez rare, plusieurs jours.
Voilà, donc les perquisitions, c'est vraiment très, très encadré. Et puis, l'acte le plus important et le plus dérangeant pour les gens, parce que c'est celui qui leur fait le plus peur, c'est quand même la garde à vue. Le policier a l'opportunité, en fait, de décider ou non de cette mesure de contrainte. La garde à vue est facultative. Toutefois, elle ne peut se dérouler qu'à partir du moment où deux conditions sont réunies. Il faut avoir plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une personne a commis ou tenté de commettre une infraction pénale. Et il faut aussi que la garde à vue soit l'unique moyen d'arriver à un des 6 objectifs qui nous est imposé par la loi, tels que pouvoir éventuellement présenter la personne au procureur de la République ou éviter qu'elle puisse faire pression sur des témoins ou bien qu'elle se concerte avec ses complices. Donc, à partir du moment où on a ces éléments, l'OPJ pourra décider de placer une personne en garde à vue, mais il peut aussi décider de l'entendre librement en dehors d'une garde à vue et en audition libre. La personne aura aussi un certain nombre de droits qui sont assez similaires à ceux de la garde à vue. La garde à vue étant plus contraignante, les droits de la personne placée en garde à vue sont très strictement délimités et assez importants, et notamment l'OPJ devra, dès le début de la garde à vue, expliquer à la personne dans une langue qu'elle comprend qu'elle a le droit de faire prévenir un tiers et éventuellement de s'entretenir pendant une demi-heure avec cette personne. Le tiers, d'ailleurs, ça peut être plusieurs tiers. Il s'agit essentiellement soit d'un proche du prévenu, soit de son employeur. La personne peut aussi se faire examiner par un médecin qui se prononcera sur la compatibilité en fait de son état de santé avec son maintien en garde à vue dans des locaux de police et éventuellement pourra lui faire administrer un traitement si elle en a besoin. À partir du moment où le médecin décide qu'une personne n'est pas compatible avec son audition dans des locaux de police, la personne ne sera pas forcément remise en liberté. Ça n'est pas du pouvoir du médecin. Lui, il apprécie juste si son état de santé peut ou ne pas lui permettre de subir une garde à vue dans des locaux de police. Mais si donc la personne n'a pas une santé suffisante, eh bien, elle pourra éventuellement être entendue par des policiers dans des locaux médicalisés. À Paris, par exemple, c'est à l'Hôtel Dieu. Et on peut éventuellement poursuivre une garde à vue de manière médicalisée. Ou bien aménager la garde à vue en permettant à la personne de rentrer dormir chez elle le soir et en la replaçant en garde à vue, par exemple, le lendemain matin ou ultérieurement. La personne a aussi le droit d'être assistée par un avocat. C'est une faculté, ça n'est pas une obligation. À partir du moment où la personne choisit d'avoir un avocat, elle pourra avoir un entretien de 30 minutes avec son avocat et ensuite son avocat l'assistera pendant les auditions. L'avocat pourra avoir accès, de même que la personne, à l'acte de placement en garde à vue ainsi qu'à tous les actes de la garde à vue et aux auditions qui seront réalisées. Par contre, l'avocat n'aura pas accès au dossier d'enquête entier qui a été fait jusque-là. La personne peut aussi être assistée d'un interprète et elle pourra présenter des observations si elle fait l'objet d'une prolongation de sa mesure de garde à vue, puisqu'une garde à vue, c'est normalement maximum 24 heures, éventuellement prolongée de 24 heures. Ça, c'est la garde à vue de droit commun. Dans certaines infractions ou en matière de terrorisme, la garde à vue peut durer encore plus longtemps. Et enfin, le dernier droit qui va être notifié à la personne, c'est celui de garder le silence. Donc la personne peut choisir de se taire. Elle peut aussi choisir de faire des déclarations spontanées ou de répondre aux questions, ou l'un ou l'autre. Elle peut choisir de ne faire qu'une déclaration. Voilà, en tout cas, tous ces droits lui sont expliqués dès le départ de la garde à vue. Et ensuite, l'audition commence et l'OPJ va lui poser des questions auxquelles elle choisira ou non de répondre. Voilà. Encore quelques petits éléments. La garde à vue doit se passer dans le respect et la dignité de la personne. Il existe quand même un certain nombre d'actes qui sont assez difficiles à supporter pour quelqu'un qui ne connaît pas ce milieu, et notamment la fouille. Alors, il faut savoir qu'une fouille intégrale avec des habillages complets est rare. Elle n'est possible que si c'est nécessaire pour des actes d'enquête. Mais par contre, dans la plupart des cas, enfin dans tous les cas d'ailleurs, quand une personne est placée en garde à vue, elle fera quand même l'objet d'une palpation
et d'une fouille de ses vêtements, notamment ses poches, et on lui enlèvera les objets qui peuvent être dangereux pour elle ou pour les autres, tout ce qui est objet coupant, évidemment couteau, ce genre de choses, mais aussi un simple briquet, des lacets, ou toutes les choses avec lesquelles une personne pourrait attenter à sa vie. Le monotage est quant à lui laissé à l'appréciation des policiers qui jugeront en fonction de la dangerosité de la personne, de son âge, etc., si cette personne doit ou non être menottée. Voilà, mais donc comme je vous le disais, l'alternative à la garde à vue, c'est l'audition libre de suspect. Donc l'OPJ choisira dans quel cadre il va entendre la personne qui fait l'objet de l'enquête, mais une personne qui est entendue comme suspect libre bénéficie quand même d'un certain nombre de droits. Alors elle ne verra pas de médecin par exemple, mais elle a le droit notamment d'avoir un avocat à ses côtés et également le droit de se taire si elle le souhaite. Voilà, à l'issue de la garde à vue, eh bien, deux choses principales sont possibles. Soit le suspect sera remis en liberté directement, mais l'enquête peut se poursuivre et éventuellement une garde à vue supplémentaire pourrait être réalisée si le temps total de la garde à vue n'est pas encore écoulé. Le procureur peut décider que les explications qui ont été fournies dédouanent la personne et peut décider de classer sans suite le dossier. Il peut aussi décider de renvoyer la personne devant une juridiction d'instruction ou de la poursuivre de diverses manières, soit par une convocation directe au tribunal ou bien par une reconnaissance préalable de culpabilité. Voilà, il existe encore d'autres alternatives, mais ce sera un petit peu long et je pense que c'est résumé sur les slides. Voilà, écoutez, j'espère que c'était suffisant et que ça vous aura intéressé. Voilà. Merci beaucoup Estelle d'Auvergne. Alors, je rappelle pour ceux qui auraient peut-être loupé le début que Estelle d'Auvergne donc, est commandant de police et chef de groupe à la brigade financière. On a une dernière question Estelle. Mohamed s'interroge concernant le blanchiment. Souvent, il n'existe pas de traces. Et quelle est la limite de responsabilité de l'expert comptable n'ayant pas déclaré de soupçon? Alors, s'il n'existe pas de traces, vous ne pouvez pas les avoir vues, donc vous n'êtes responsable de rien. Et la limite, les limites sont dans les textes, je ne les connais pas comme ça, mais c'est le texte qui est relatif à l'obligation de déclarer le blanchiment. Où est-ce que je l'ai mis? Je ne sais plus. Ah oui, c'est le code monétaire et financier. Ce sont les articles L 561-2 et L 561-15 du code des marchés financiers qui fixent cette obligation. Et je pense qu'il y a des seuils en fait de déclaration que je ne connais pas. Et peut-être Madame Lanty a la réponse à cette question. Voilà, oui, il y a Christine Lanty qui veut intervenir, donc je te laisse intervenir. Je ne souhaite pas intervenir après vous pour fixer les seuils, parler des seuils, etc. Mais pour répondre à notre confrère Mohamed qui vient de poser cette question très judicieuse, juste là, on a rempli nos questionnaires blanchiment. On a des outils pour déterminer à un moment donné dans notre relation avec le client, au début de la relation, est-ce qu'on prend le client ou est-ce qu'on ne le prend pas, et dans le cadre de l'exercice de nos missions. Ça, c'est le représentant Inforest, c'est l'élu de l'ordre qui vous parle. Si vous avez le moindre doute, mais que vous n'avez pas d'éléments susceptibles, effectivement, on ne peut pas se permettre de faire une déclaration de soupçon quand on n'a pas d'éléments. Je vous invite quand même à bien remplir vos questionnaires lab, à bien mettre vos notes dans vos dossiers. Pourquoi, à un moment donné, vous avez pris telle décision, vous avez conseillé le client, et si vous avez le moindre doute, surtout, résiliez la mission. Je crois que c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner avant de savoir quelles sont les limites et ce qu'on risque. Merci beaucoup Christine. Alors maintenant, on va entendre l'exposé de Bernard Sanso, avocat pénaliste, qui va nous parler du secret professionnel qui régit nos textes dans notre ordonnance. Je te laisse la parole Bernard.
On a toujours un petit décalage pour mettre le son. C'est bon? C'est bon? Bon. Le sujet du secret professionnel chez les experts comptables fait l'objet d'une littérature abondante et diversifiée qui finalement n'améliore pas la qualité de la compréhension de cette notion, car comme je l'ai expliqué dans mon slide, c'est une notion mal définie. Alors j'ai essayé de résumer un peu les textes qui sont applicables et mon propos est un propos, je dirais, un peu didactique pour aller à l'essentiel. Le premier texte qui parle du secret professionnel et qui l'impose aux experts comptables, c'est l'article 21 de l'ordonnance de 45. Et il se contente de dire que l'expert comptable est tenu au secret professionnel dans les conditions et sous les peines visées par l'article 226-13 du Code pénal qui lui donne un caractère absolu, c'est-à-dire une notion mal définie, une protection qui est extrêmement efficace. Alors, ce texte prévoit également des exceptions et pour résumer l'alinéa qui est à l'écran, essentiellement lorsque l'expert comptable fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires. Alors, il y a un deuxième texte réglementaire qui est l'article 147 du Code de déontologie qui impose à l'expert comptable, au-delà du secret professionnel, une deuxième obligation qui est le devoir de discrétion dans l'utilisation des informations qu'il collationne lorsqu'il coopère avec son client. Finalement, on s'aperçoit que les textes réglementaires ou le texte législatif donnent une définition pratiquement inexistante du secret professionnel. Alors, il faut voir les textes, je dirais, plus normatifs au niveau ordinal. Et il y a une norme de comportement 114 qui, elle, définit l'objet du secret. Ce sont, dit ce texte, les confidences reçues et les informations déduites à l'occasion ou en raison de la profession. Donc, au-delà de cette norme professionnelle, il y a également une jurisprudence de la Cour de cassation qui, elle, je dirais, ajoute un peu à l'ambiguïté parce qu'elle ne donne aucun critère, elle laisse finalement le juge du fond, c'est-à-dire le tribunal correctionnel, le corps d'appel, définir cette notion, mais elle va distinguer les informations protégées qui, elles, sont couvertes par le secret professionnel, des autres informations qui sont simplement couvertes par le devoir de discrétion. Je laisse de côté cette notion d'information protégée parce qu'on va la retrouver, tout à l'heure. Alors, que dit le texte pénal, c'est-à-dire l'article 226-13 du dit Code, sur le secret professionnel dont il sanctionne la violation? La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, ou en raison d'une fonction ou d'une mission, est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Vous remarquez que là aussi, l'information à caractère secret est une pétition de principe parce que on ne sait pas exactement ce que cette notion recouvre. Alors, que peut-on conclure au niveau des textes? On verra ensuite leur application. Que le secret professionnel est absolu. Je cite la jurisprudence. Même lorsqu'il est confié à une personne elle-même tenue à ce secret. Qu'il existe des exceptions qui sont plus ou moins importantes. L'information publique, c'est-à-dire celle qui figure par exemple au registre du commerce de société, la levée du secret lorsqu'on est dans le cadre d'une procédure disciplinaire, le secret professionnel qui est inexistant peu ou prou lorsqu'on est face aux administrations fiscales et douanières, il y a des textes particuliers, idem pour Tracfin, et enfin le secret professionnel qui ne s'impose pas aux dirigeants de l'entreprise, je dis dirigeants et non pas
actionnaire, car là, vous n'êtes pas délié du secret professionnel. Alors, une fois qu'on a ces textes qui sont source d'interprétation, voyons comment on peut dégager quelques principes pratiques. Le premier, c'est que l'expert comptable, et on part de ce principe, ne peut être révélé par quiconque, même pas par celui qui le lui confie, c'est-à-dire que le client ne peut pas vous relever du secret professionnel. Conséquence, vous n'êtes pas obligé de dénoncer au procureur les faits dont vous pouvez avoir connaissance et qui constituent des délits, à la différence du commissaire aux comptes, comme l'a fait remarquer la représentante de la brigade financière. Petite incidence, et là je rejoins l'avis des forces de police, les tribunaux condamnent extrêmement rarement un professionnel qui va procéder à une dénonciation devant les services de police, estimant que peut-être il a agi dans l'intérêt général et de façon à établir une vérité. Alors, la grande exception, c'est évidemment lorsque vous êtes dans le cadre d'une défense pénale ou d'une défense disciplinaire, là, il n'y a aucun doute, vous n'êtes pas obligé de révéler une information qui est couverte par le secret professionnel. Pour rebondir sur ce qu'a dit la brigade financière, je crois que peu ou prou, il faut distinguer trois situations dans le cadre d'une procédure pénale dans laquelle vous pourriez être impliqué à quelque titre que ce soit. Premièrement, l'audition, votre audition devant un juge d'instruction, devant une juridiction de jugement ou dans le cadre d'une audition par les services de police, quel que soit le type d'enquête, flagrance, enquête préliminaire ou commission rogatoire. Quel est le problème? Eh bien, nous avons toute une cahier de texte du Code de procédure pénale qui disent tous la même chose. Toute personne citée, pour être entendue comme témoin, est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, c'est le principe, avec une exception sous réserve des articles et 226-14 du Code pénal, c'est-à-dire eh bien, cette fameuse information protégée dont parle la Cour de cassation. Et je cite un extrait de cette décision. Toute déclaration d'un témoin tenu au secret professionnel ne saurait en constituer la violation, entraîner la nullité du procès verbal de déposition et le cas échéant de toute partie de la procédure ultérieure que si elle comporte la révélation d'une information protégée. Donc, le problème est donc de savoir qu'est-ce que c'est que cette information protégée dont parle la Cour de cassation. Et là, la norme de comportement 114 est très, très, très intéressante, et je dirais que c'est le seul texte sur lequel on puisse s'appuyer de quelque côté qu'on soit dans la procédure. Et je me permets d'en lire les extraits les plus significatifs. L'expert comptable ne peut révéler les confidences que lui a faites son client ou les informations entrant dans la sphère de la confidence dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa profession. Le principe est le suivant. Vous ne devez rien dire. En revanche, il doit répondre à toute question portant sur des problèmes de technique comptable, financière ou fiscale. À l'occasion de ce témoignage, sa révélation doit être strictement limitée à ce qui est indispensable à la sincérité de la déposition. Si le professionnel peut répondre à toute question portant sur les problèmes de technique comptable, financière ou fiscale, il reste lié par le secret professionnel vis-à-vis des officiers de police judiciaire ou des juridictions répressives pour toute confidence qui lui ont été faites par son client dans le cadre de sa profession. Ce n'est que l'avis de l'autorité ordinale, mais c'est le texte sur lequel nous fondons lorsque un expert comptable est entendu par des services de police ou par un juge d'instruction.
Alors, deuxième cas de figure, et là, la brigade financière en a parlé, ce sont les réquisitions de produire des pièces qui vont être couvertes par le secret professionnel. Quel est le problème? Toujours, tous les textes sont identiques lorsqu'ils parlent du juge d'instruction, de la police judiciaire, dans le cadre d'une enquête préliminaire ou dans le cadre d'une commission rogatoire ou d'une enquête de flagrance. Le juge d'instruction, le procureur de la République ou les PJ peut, par tout moyen, requérir toute personne. Je passe le texte puisque vous allez avoir les slides sur votre ordinateur à la fin de cette session, de lui remettre ces documents sans qu'il puisse lui être opposé l'obligation au secret professionnel. Alors, le problème, c'est toujours la définition d'une notion qui est créée par la Cour de cassation ou par un texte. Qu'est-ce que c'est que le motif légitime? Là, il ne faut pas se cacher la face. Il y a deux positions. Il y a la position du Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables qui explique que l'information confidentielle est celle dont l'expert comptable a connaissance dans l'exercice de sa mission et qu'il s'agit là d'un motif légitime qui lui permet de s'opposer à une réquisition. En revanche, les pouvoirs publics, et notamment des réponses ministérielles du garde des Sceaux devant l'Assemblée nationale, estiment que l'expert comptable ne peut pas s'opposer à une telle réquisition. Donc, vous avez deux points de vue qui sont radicalement différents et qui donnent lieu à une littérature abondante qu'on retrouve régulièrement dans les revues professionnelles. Dernier cas de figure, perquisition ou saisie. Quel est le problème? Toujours ces mêmes textes qui sont applicables à toutes les phases de la procédure. On peut procéder à une perquisition et une saisie. Toutefois, celui qui procède à la perquisition ou à la saisie a, je cite, l'obligation de prendre toutes les mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel ou des droits de la défense, c'est-à-dire pas de divulgation inutile d'informations protégées et représentant d'un membre de l'ordre. Alors, dernière question. L'expert comptable ne peut pas s'opposer à une réquisition ou à une saisie en invoquant le secret professionnel. C'est un arrêt constant depuis 1972 qui dit, cet arrêt, que le juge peut effectuer des perquisitions dans tous les lieux où se trouvent des objets dont manifestation de la vérité, et, le cas échéant, de saisir les objets en question. Quelle est la conséquence? Dès lors, la personne qui est perquisitionnée ou chez qui on saisit des objets ne peut s'opposer au juge d'instruction à un droit de rétention, même si celui-ci est reconnu par une décision de justice, car ce droit présente un caractère d'ordre privé et est strictement personnel. C'est-à-dire par là que, finalement, lorsqu'il y a une perquisition et une saisie, je pense que l'expert comptable peut difficilement s'opposer à ce que les forces de l'ordre saisissent un document qui est utile à la manifestation de la vérité. Alors, la chose qu'il y a à faire, et je terminerai par là, parce que les gens sont quand même intelligents de chaque côté de la procédure, vérifier effectivement que les questions qu'on vous pose rentrent dans l'objet de la saisine officier de police judiciaire qui va vous interroger, puisqu'il est obligé en début d'audition de vous demander, de vous expliquer ce qu'il vous reproche, ce qui est reproché plus exactement, et deuxièmement, ne pas répondre à des éléments qui permettraient d'élargir la connaissance de faits délictueux. S'agissant de votre client, et je rappelle que depuis la jurisprudence Sarkozy, il y a cette histoire du fait dérivant où une information qui est avérée dans le cadre d'une procédure spécifique peut ressortir dans le cadre d'une autre procédure, et c'est un élément qui est utilement acquis au débat, dit la Cour de cassation.
Voilà les quelques informations que je voulais livrer de façon extrêmement didactique, hein, je le répète. Alors, merci beaucoup Bernard pour cet exposé très clair. J'ai deux petites questions qui nous ont été posées là sur le chat. La première, est-ce que les robots comptables et Internet ne risquent pas d'accroître l'exercice illégal? Alors, je vous remercie pour cette question. J'imagine que vous la posez parce que je suis présidente de la commission de répression d'exercice illégal, mais comme on est pris par le temps, mais je ne vais pas y répondre ce soir. Je pense on a déjà fait plusieurs tables rondes aux universités d'été sur l'exercice illégal et les robots comptables. On en a parlé déjà pendant 1 heure et demie. Donc, si ce thème vous intéresse, on refera un webinaire spécial robot comptable et exercice illégal. Mais là, ça serait compliqué de vous répondre très rapidement. En revanche, donc j'ai une deuxième question qui est un peu plus dans le sujet. J'ai reçu donc un coup de fil d'un inspecteur, me pose donc une question posée par un expert comptable. J'ai reçu un coup de fil d'un inspecteur de la BRF me demandant une copie des mails que j'ai pu envoyer à un client mis en cause. Dois-je lui donner sans violer mon secret professionnel? Bernard? Alors, c'est une question à laquelle je n'ai certainement pas répondre, parce qu'elle dépend de la nature des mails, du contenu des mails et des circonstances dans lesquelles l'expert comptable les a reçus. C'est qu'on soit bien d'accord, hein, c'est pas un jeu de dupes cette notion de secret professionnel, mais chacun avance un peu masqué avec des notions qui sont susceptibles d'interprétation. Et lorsqu'on demande à la Cour de cassation de fixer des règles assez claires, eh bien, elle est elle-même mouvante parce qu'elle est prise entre des impératifs contradictoires. Évidemment qu'il faut connaître la vérité, évidemment qu'il faut sanctionner les coupables d'infractions, mais en même temps, la confiance légitime en son expert comptable qui permet la bonne marche de l'économie, c'est-à-dire coopérer avec un professionnel qui peut donner des conseils, eh bien, est aussi une réalité qui s'impose à tout le monde, y compris aux législateurs et aux juges. Et c'est cet équilibre qu'il faut trouver. Et je suis assez d'accord avec la représentante de la brigade financière. Quelqu'un qu'on entend pour savoir si les comptes de son client ont été déposés à telle date, est-ce que c'est bien ceci, enfin une information, je dirais, factuelle, n'est pas du tout le même cas de figure lorsque le même expert comptable apparaît presque à l'évidence comme complice d'une infraction pénale dont il va lui-même percevoir un intérêt. Donc, cette question est une excellente question, mais la réponse mérite une analyse extrêmement fine des documents dont on parle. Des documents dont on parle. Je dirais, le principe, c'est que le secret professionnel est absolu, donc on doit le protéger. Maintenant, on est peut-être dans un cadre d'exception où on peut où on doit communiquer le document. On a Estelle Leberne qui souhaite répondre. Si je peux me permettre d'apporter juste une petite précision supplémentaire. Dans tous les cas, quand un policier vous demande de lui fournir un certain nombre de documents, il a le choix en fait de vous requérir ou de venir les chercher en fait en perquisitionnant Oui, chez vous. bien sûr. Donc si vous refusez de les lui donner, il pourra aussi éventuellement faire le choix de venir vous perquisitionner. Donc dans tous les cas, le plus simple est de collaborer et de toute façon, même si vous violez votre secret professionnel, ça ne vous sera pas reproché puisqu'il s'agit d'un fait justificatif. Certes, il peut y avoir une violation dans une certaine limite, mais ce n'est pas l'expert comptable n'en est pas responsable puisque c'est pas lui qui le demande, c'est le policier qui lui demande. Et comme l'a bien souligné Maître Sanso, de toute façon, la jurisprudence reconnaît depuis 1972 qu'on doit répondre à une réquisition judiciaire. Bon, on ne va pas polémiquer. Voilà, merci à vous deux. J'ai encore une autre question. Là, peut-être la réponse sera peut-être plus claire. Comment se passe une perquisition quand les données sont dématérialisées? Alors, je pense que c'est à moi que ça s'adresse. Eh bien, on a des informaticiens, en fait, des experts en cybercriminalité qui ont des logiciels et des outils informatiques et qui vont faire des investigations informatiques dans votre matériel informatique. Voilà.
Très bien. Ça, c'était factuel, c'est clair, c'est bien plus compréhensible. Alors, mini conclusion d'étape avant que je passe la parole à Christine Lanty, qui va, je pense, nous expliquer qu'il y a des numéros verts chez Infores qui pourraient nous permettre, lorsque nous sommes en situation délicate comme cette histoire de données, de demande d'information, donc un numéro vert avec des avocats qui peuvent nous répondre derrière. Donc simplement pour essayer d'être clair sur cette notion de secret professionnel, ce qui est loin d'être évident comme vous l'avez vu. Convocation, audition, nous ne sommes pas levés du secret professionnel. Réquisition, le secret professionnel, dans les 3 cas d'enquête, flagrance, préliminaire, instruction, les documents écrits et remis sont transmis à la personne requise. Ensuite, en cas de perquisition et saisie pénale, là, on est levé du secret professionnel dans 3 cadres d'enquête. Quoi qu'il en soit, pour la convocation d'audition, vous avez tous retenu que nous pouvons nous exprimer sur des éléments techniques et des problèmes de technique comptable, financière ou fiscale. Voilà, je passe la parole à Christine qui va peut-être un peu nous rassurer, puisque lorsque nous nous trouvons dans ces situations vraiment délicates, une association existe et c'est Infores. Merci Virginie de m'avoir passé la parole. Simplement, je ne sais pas si je vais vous rassurer, si tout va aller bien. Je veux simplement quand même dire qu'Infores, ce n'est pas le numéro vert. Ne confondons pas Infores avec la défense confrère qui avait été mise en place par la CRCC de Paris en son temps. Infores est une petite association qui a été créée en 1979. Il faut se replacer à l'époque où on était quand même tous très isolés, les professionnels. On n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas, nos institutions régionales n'étaient pas forcément à notre écoute. Et cette association a été créée par les 2 syndicats professionnels, Experts comptables de France et IFEC, à parité. L'idée, c'était qu'au-delà des débats qui pouvaient être politiques, de doctrine, etc., c'était pouvoir associer nos forces et nos compétences, parce qu'il y en a partout, créer un outil commun, ou en tout cas essayer de créer un outil commun, et surtout informer nos adhérents, c'est-à-dire vous tous, experts comptables et commissaires aux comptes, sur nos risques de mise en cause de responsabilité professionnelle. Donc, on traite essentiellement des affaires qui lient l'expert comptable à ses clients. Les commissaires aux comptes vont se tourner plus naturellement vers effectivement la défense confrère. Donc, nous intervenons, enfin, si on peut appeler intervenir, enfin, nous sommes là pour vous écouter avant que se déclenche tout litige ou toute mise en responsabilité. Voilà, on n'intervient pas sur la résolution nous-mêmes des litiges. Comment nous fonctionnons? Nous sommes un réseau d'une 30aine de correspondants, de confrères et de consoeurs sur toute la France, disponibles pour une écoute et un soutien individualisé. C'est-à-dire, on est à votre disposition et on est bénévole. Très souvent, l'ensemble des confrères qui participent à cette association ont pu exercer des responsabilités dans les institutions professionnelles et ont pu voir de près, soit par la chambre de discipline, soit par les commissions de devoirs et intérêts professionnels, enfin, toutes ces choses-là, acquérir une certaine expérience de ces litiges. Nous travaillons avec le cabinet Verspiren, donc qui est notre assureur contrat groupe, et le cabinet de Maxime Delhomme et de ses collaborateurs, donc spécialisés effectivement dans la défense des confrères, dans les litiges avec nos clients, voire dans les litiges au pénal. Quels sont nos moyens? Alors, on a des petits moyens, donc puisque ce sont les syndicats qui nous aident à vivre. Les correspondants se réunissent 2 fois par an avec donc les représentants de Verspiren et le cabinet de l'homme pour décrypter un petit peu les litiges qui ont fait l'objet de procédures, tant au niveau, puisque Verspiren, bien sûr, a les déclarations de litige, a ensuite la résolution des litiges, ça peut s'étaler sur plusieurs années. Nous avons aussi une analyse de la jurisprudence pour les affaires qui nous concernent par le cabinet d'avocats, et nous discutons aussi des retours que nous avons sur les confrères qui nous ont appelés
de façon tout à fait anonyme, je vous rassure, mais pour voir un petit peu quelles sont les difficultés qui se présentent à nos confrères. Et on voit d'ailleurs que ces difficultés évoluent avec les années et les outils qui sont utilisés. Donc, quelles sont nos missions? Donc, je voudrais revenir sur ce qui a été dit, insister sur ce qui a été dit en introduction tout à l'heure. Nous ne pouvons pas résoudre vos litiges. Nous sommes là pour vous écouter, surtout pour arriver à vous faire verbaliser votre inquiétude. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'être là, vous ne savez pas qui appeler, appelez votre avocat. On n'a pas tous forcément un avocat spécialisé dans ces questions-là qui va pouvoir vous écouter. On ne veut pas forcément appeler l'institution dans ces cas-là, d'accord? Donc, c'est simplement, si vous appelez, c'est que vous avez une inquiétude, vous supposez qu'il va se passer quelque chose, donc il faut vous aider à verbaliser. Vous aider aussi à hiérarchiser les priorités. On ne va pas avoir le même discours quand vous nous dites qu'un de vos clients vous a menacé de vous attaquer parce que vous n'avez pas déposé ces déclarations TVA en temps et en heure. On va pas être sur le même registre que le confrère qui va appeler en nous disant un de mes clients est en garde à vue parce qu'on le soupçonne de, etc., etc. Donc voilà, on essaye de hiérarchiser les priorités. Vous suggérez des pistes de réflexion. On essaye de calmer le jeu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans quel contexte? Qu'avez-vous comment avez-vous noué la relation professionnelle avec le client? Avez-vous une lettre de mission? Avez-vous un contrat d'assurance? C'est intéressant. Quel contrat d'assurance? Est-ce que vous avez regardé quelle aide il pouvait vous apporter? Et surtout, qu'est-ce que vous connaissez de l'affaire? Et est-ce que vous êtes, malheureusement, est-ce que vous êtes à jour de vos obligations en matière de lutte anti-blanchiment? Puisque bon, toutes les affaires, celles dont on a parlé cet après-midi, tournent quand même souvent autour de ça. Et éventuellement, vous dirigez vers les interlocuteurs susceptibles de vous assister. Je sais qu'au niveau du contrat groupe, il y a une assistance qui est prévue. Donc, rapprochez-vous de votre assureur. L'idée, c'est de rompre votre isolement. Quand des difficultés apparaissent, c'est toujours très difficile de trouver la bonne issue. L'expert comptable est quelqu'un de très cartésien, d'accord? Il applique les normes, il fait son travail en conscience et voilà, je ne peux pas imaginer qu'un confrère puisse délibérément faire une mission en dépit des normes et qui s'imposent à nous. Et quand on est dans ce genre de situation, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi on s'attaque à nous alors qu'on a bien fait notre travail. Donc ça, c'est très important et Infores est là pour vous écouter. On ne résoudra rien, mais en tout cas, on peut vous aider effectivement à avancer et aller vers les interlocuteurs privilégiés pour vous aider. Je vous rappelle que chez Verspiren, 2% en nombre, 2% des sinistres ouverts chez Verspiren, seulement 2% concernent des affaires qui seraient susceptibles d'aller au pénal. Et ça représente aussi 2% des coûts. Je veux juste aussi préciser ici que notre assurance responsabilité civile professionnelle va nous assurer contre le coût de la procédure, enfin sur le coût de la procédure, donc les honoraires d'avocats, d'experts, comme l'a souligné tout à l'heure Madame d'Auvergne. Effectivement, on peut se faire aussi éventuellement assister d'un expert pour décrypter, parce qu'on est dans du technique, et l'assureur peut effectivement nous couvrir en cas de demande de caution si vraiment on va très loin. En revanche, en cas de condamnation, l'assureur ne couvre pas les condamnations pénales financières, bien évidemment. Quelles sont nos limites? Nous n'avons pas les qualités pour pouvoir qualifier le risque potentiel. Nous ne vous dénonçons pas. Je peux vous garantir qu'on ne prend pas notre téléphone pour appeler le président de l'ordre, la chambre disciplinaire, ou etc. C'est vraiment en toute confraternité. Je vous rappelle juste qu'on est issu, notre association, c'est issu des syndicats professionnels. Nous ne donnons pas de tuyaux. Voilà, mais ça, c'est des retours d'expérience. Bon, quand on a des confrères, bon voilà, nous, on peut pas vous donner de tuyaux. Non, faites un faux, vous pouvez pas imiter la signature. Non, ça, on donne pas de tuyaux. On en reste au fait que vous nous exposez. Nous ne vous accompagnons pas pendant la procédure, ce n'est pas notre rôle. Pendant la procédure, vous avez des conseils
soit que vous pouvez avoir par le biais de notre assurance responsabilité civile professionnelle, soit par votre avocat, soit par tous les gens qui peuvent vous aider. En revanche, nous sommes toujours là pour vous écouter. Nous ne viendrons pas vous accompagner éventuellement à une audition, à une garde à vue, mais si vous avez besoin de parler, on est là. Nos valeurs, ça je peux le dire puisque nous avons une de nos réunions annuelles ce vendredi, c'est discrétion et humilité. On n'a pas la prétention de tout savoir, on n'est pas des experts, on n'est pas des avocats, mais en tout cas, l'ensemble de nos expériences nous permet d'essayer de vous conseiller la meilleure chose pour la poursuite de votre activité dans de bonnes conditions. Pour prendre contact, c'est tout simple. Vous avez un mail, vous avez un numéro de téléphone ou vous avez sur le site d'Infores la liste des correspondants en région avec nos mails et nos numéros de téléphone. N'hésitez pas. On vous rappelle, laissez un message. Et j'ai envie de dire en ce moment, dans ces périodes d'épidémie, au moindre doute et consultez, appelez-nous. Voilà, on essaiera en tout cas de vous diriger et de vous faire, comment dire, de faire un petit peu redescendre la pression et de voir les choses avec un petit peu plus de sérénité. Voilà. Merci beaucoup, Christine. Donc, ces informations sont passionnantes. Ça nous aide tous. Je vous propose là, on peut passer aux questions si vous en avez encore. Là, j'en ai encore une et puis après, je conclurai. Alors, un expert comptable, je pense qu'elle est pour Bernard, celle-ci. Un expert comptable qui fait du conseil juridique bénéficie-t-il des mêmes garanties que celles de l'avocat? C'est Isabelle qui nous pose cette question. On t'entend pas, Bernard. Alors, Voilà, tu peux recommencer. alors, je recommence. Si c'est pas l'activité accessoire qui est autorisée par la réglementation des experts comptables, il accomplit une activité d'exercice égal du droit et étant dans l'illégalité, eh bien, il n'a pas de devoir de discrétion ni de secret professionnel. Donc, la question doit se transformer par une autre qui est: est-ce que l'expert comptable qui accomplit cette activité juridique l'accomplit dans le cadre de la réglementation? Si c'est oui, évidemment, il est soumis au secret professionnel. Si c'est non, il n'y est pas puisqu'il est hors la loi. Merci, c'est clair. Tu veux nous toucher 2 mots peut-être sur les sociétés d'exercice professionnel, avocats, experts comptables? Il y a des sujets qui fâchent. Depuis 30 ans, et j'ai été moteur dans cette réflexion, qui est l'interprofessionnalisation. L'ordre, enfin du moins le mien, celui auquel j'appartiens, essaie de créer des structures communes avec des experts comptables. Cela progresse, mais extrêmement lentement. Je ne conçois pas qu'en matière économique, situer l'expert comptable dans la lecture d'ambulant, dans la faisabilité d'une opération comptable dans le temps, et que l'avocat, lui, évidemment, peut-être plus au courant des règles de fusion, des règles fiscales encore que l'expert comptable. Et voilà, si j'ai un message à faire passer, c'est celui de l'interprofessionnalisation, qui est, comment dirais-je, non pas un vœu pieux, mais un chariot qui avance lentement. Donc, dans le cadre des SEP, si je me souviens bien, c'est 2 assurances. Assurance pour l'expert comptable, assurance pour l'avocat. Oui. Voilà, on est d'accord. On est d'accord. D'autres questions? Alors, j'ai Isabelle Faujour qui m'apporte régulièrement des questions parce que elle s'affiche pas à mon écran, donc on est dans un système un petit peu archaïque. Donc, je sais pas si non, il n'y a plus de questions. Je vais conclure. Alors, on me dit autre chose. Oui?
tout à fait. Alors, je vais conclure avec les bons réflexes. Après tout ce qu'on vous a dit, j'espère que vous n'êtes pas dans un état trop dramatique, pas trop anxiogène. Donc, vous l'avez compris, un des premiers réflexes est de vous rapprocher d'un Forest association qui est là pour nous, les experts comptables, et pour nous renseigner et pour nous tranquilliser. Ensuite, d'autres numéros. Donc, le numéro, oui, donc ayez sur vous le numéro de votre avocat. Donc ça, je trouve que c'est super anxiogène, mais c'est pas grave. Donc, ayez toujours sur vous le numéro de votre avocat, le numéro de l'ordre et le fameux numéro vert de la défense confrère. Pour les cas d'urgence disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 0800 39 49 59. Déférer aux convocations écrites des enquêteurs, Madame Dauvergne nous l'a bien précisé. Ne pas divulguer d'informations protégées par le secret professionnel, donc s'abstenir de tout commentaire personnel ou confident sur l'affaire, se limiter en fait aux questions techniques sur le dossier, relire attentivement le procès-verbal de l'audition avant de le signer, rester dans des généralités si le client mis en cause vous interroge sur la teneur de votre audition. En cas de réquisition, demandez à l'OPJ une réquisition écrite détaillée que vous pouvez déposer dans le dossier du client, et en cas de perquisition, la possibilité de solliciter au préalable auprès du conseil régional la présence d'un représentant de l'ordre. Tout ceci, je ne sais pas si après tout ceci, je peux vous souhaiter une bonne soirée. En tous les cas, je remercie tous nos intervenants, nos brillants intervenants pour ce soir. Ce sujet du pénal et de l'expert comptable est relativement délicat. On espère tous que ces slides resteront tout le temps dans votre ordinateur, que vous n'en aurez jamais besoin, parce que vous n'aurez jamais ce genre de situation à vivre. C'est tout ce que je vous souhaite, mais quoi qu'il en soit, on est toujours mieux informé. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux rendez-vous aux 50. Merci beaucoup de votre attention. Au revoir, merci à tous.